Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, on arrive au bout du tunnel parce que oui, on va pas se mentir, mine de rien, cette deuxième semaine, c'était un long tunnel, c'était une deuxième semaine ennuyante. Mais attendez, on va pas en parler tout de suite. On va évidemment parler du sacre de Jannik Sinner, facile vainqueur de Zverev dans cette finale nullissime, mais on va en parler évidemment. Donc on va débriefer dans un premier temps dans cette vidéo la finale de cet Open d'Australie, puis ensuite on va faire un bilan global avec les notes positives, les notes négatives de ce tournoi. Donc ne bouge pas, on commence tout de suite. Et avant de commencer, je voudrais vraiment prendre 30 secondes pour vous remercier parce que oui, certes, j'ai sacrifié beaucoup d'heures de sommeil, je l'ai beaucoup dit dans les vidéos, mais c'est vrai, je suis fatigué de ces 2 semaines, mais mine de rien, tous les retours sont tellement positifs sur les réseaux sociaux. On a vraiment avancé, que ce soit sur YouTube, Instagram, on est de plus en plus nombreux. Donc voilà, je ferme cette parenthèse et je vous remercie énormément pour tous vos gentils messages. J'essaye de répondre à tout le monde. Merci. On peut démarrer. Jannik Sinner, grand seigneur, grand prince de cet Open d'Australie, réalise le back-to-back. Bon, logique, on va pas se mentir. Déjà, je tiens à dire que j'avais fait mon tableau dans Tennis Draw Challenge, une application, un site où on peut faire nos tableaux. J'ai été très mauvais. J'ai fini dans le ventre mou, je pense 10e sur 18 ou 19 participants. Mais j'avais le bon vainqueur, je pense comme beaucoup évidemment, mais je ne voyais vraiment pas comment ça pouvait échapper à Jannik Sinner. Ça a été le cas. Il y a eu quelques moments de petits doutes, vraiment de petits doutes, et on va retracer cette finale. Mais franchement, il faut le dire, Jannik Sinner a été le patron dans cette finale face à un tout petit Alexander Zverev. On en avait parlé dans la preview hier, on avait donné des axes évidemment à surveiller, que ce soit le service, le retour. Il allait évidemment falloir qu'Alexander Zverev puisse capitaliser sur sa première balle et derrière sa deuxième balle. On va constater ensemble que ça n'a pas été le cas, puisque oui, déjà, il était, il me semble, à 72% de premier service dans ce tournoi. Déjà là, il est à 68%, donc il est en dessous. Et puis ensuite, on voit la différence de pourcentage, que ce soit derrière la première chez les deux joueurs et surtout sur la deuxième balle. Il y a une énorme différence. Surtout qu'en deuxième balle, Zverev sert 20 km/h plus vite que Sinner. Donc ça déjà, c'est une bataille qu'il a perdue parce que c'est un point, c'est censé être son premier point fort, sa rampe de lancement. Il s'est retrouvé dos au mur énormément de fois avec énormément de balles de break à sauver. Ce qu'il faut souligner, et ça c'est encore une fois remarquable, de la part de Jannik Sinner, mais vraiment remarquable. Et ça, il faut le dire, 0 balle de break à sauver durant toute la finale. On aurait pu croire que même dans les derniers jeux, ou à un moment chaud d'ailleurs, dans la fin du deuxième set, on va reparler de cette fin de deuxième set, où il a été secoué, mais à aucun moment il n'a eu à sauver une balle de break. Je ne sais pas si on se rend compte, on est en finale de Grand Chelem, il joue le 2e mondial et il n'a aucune balle de break à sauver. Mais les nerfs en titane du garçon, déjà le niveau, alors que là, il ne fait même pas sa meilleure prestation, mais il y a quand même un monde d'écart avec Zverev. Et puis, on va constater ensemble que Sinner, comme d'habitude, a un ratio positif de winner et de faute directe. Et Alexander Zverev, lui, c'est une catastrophe. 25 coups gagnants pour 45 fautes directes. On continue. 10 balles de break en tout pour Jannik Sinner. C'est-à-dire que vous imaginez le nombre de jeux difficiles sur la mise en jeu de l'Allemand. C'est rare, mais en tout cas, de l'autre côté, c'est un 0 pointé. On a aussi eu énormément Zverev au filet. Alors, au filet qui a été souvent attiré déjà par énormément d'amortis de la part de Jannik Sinner, mais aussi parce que parfois, il a essayé d'y aller, mais vraiment, c'était catastrophique. Le niveau au filet d'Alexander Zverev, c'est catastrophique. Et ça, en fait, on le voit à ce moment-là, on a un point ultra important. Déjà, ce deuxième set, il est crucial parce que Zverev, il est quand même tout de suite en danger sur le début de ce set. Il arrive à tenir sa mise en jeu, il fait la course en tête, il mène, il ne cédera pas son service dans ce deuxième set. Et Sinner, lui, a loupé des occasions, très clairement, loupé des occasions de s'envoler. Et à 5-4 pour Zverev, service Sinner, 0,30. Et là, on se dit, ça y est, c'est en train de basculer puisqu'on voit l'Italien se tenir la cuisse. L'Italien semblait à ce moment-là un petit peu diminuer. Il se touche la cuisse, on commence à s'inquiéter. 5-4, 0,30.
pas de pression, Sinner, bam, il enchaîne, il prend son jeu de service, pas de problème, pas de balle de break à sauver les points sous pression. Zverev, il en fait absolument rien. Et puis oui, en plus d'être passif, à ce moment-là, on est encore dans un moment chaud. 6-5 Zverev, 30A, on a un rallye complètement fou, c'est vrai, il faut le dire, mais on a surtout un Alexander Zverev qui n'a même pas les basiques de l'école de tennis à la volée. Le garçon vient faire des volées de revers sans utiliser sa deuxième main pour soutenir la raquette. Donc il vient, il volley comme ça, comme s'il allait pêcher, il volley. Et puis après, effectivement, ça offre une balle facile à Sinner qui fait un passing tellement 5 parce que la volée est catastrophique. Mais la volée, mais à ce moment-là. Mais franchement, moi je trouve ça fou d'avoir réussi. Alors il a énormément de qualité, c'est un joueur très solide du fond de cours bien sûr, mais à l'image de Medvedev, à l'image de Rublev, ces mecs-là ne se sont jamais réinventés, ils n'ont jamais su progresser. On va le constater après, mais sincèrement à ce moment-là, j'ai compris, déjà je le savais, c'était mon intuition et puis on en avait parlé, on avait décrypté. Mais quand j'ai vu ça, ça a tout confirmé parce qu'à ce moment-là, on pouvait douter un petit peu, on pouvait douter de l'état de forme de Sinner. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien à douter en fait. Zverev, il est tête basse, il est vraiment en train d'avoir une attitude hyper négative depuis plusieurs jeux. Là, il a un moment où il peut mettre la pression et il fait une volée mais merdique. Mais franchement, mais je vous assure, c'est catastrophique. Alors oui, le point est beau, pas de souci, tout le monde s'est levé. Mais à ce moment-là, c'est scandaleux de ne pas se procurer une balle de 7 pour mettre la pression à un Sinner, franchement, il faut le dire, assez stressé. Pour moi, ce point-là, c'est le très gros tournant de cette finale. Maintenant, on va regarder comme d'habitude, parce qu'avec les tournois du Grand Chelem, on a de la chance, on ne pourra pas le faire avec tous les tournois, mais au niveau des rallyes. Au niveau des rallyes, encore une fois, on a Sinner qui domine les 3 filières de jeu. La filière courte, la filière moyenne et la filière longue. Mais il y a surtout une filière où il a étrillé l'Allemand, c'est la filière longue. Parce que Sinner a été capable de construire ses points, a été capable d'exploiter les failles techniques de Zverev et puis surtout les failles tactiques de l'Allemand qui a été tellement passif, tellement loin derrière sa ligne, que ce soit sur les premières ou sur les deuxièmes de l'Italien. On sait que Sinner n'a aucun problème maintenant à créer du jeu. Ce n'est plus le joueur qui va venir s'empaler sur Zverev comme il a pu le faire de 2020 à 2023. Donc là, il est capable de monter à la volée, il est capable de faire des amortis, il est capable de trouver des cours croisés, et puis il est surtout capable de t'enfoncer avec sa force de frappe. Aujourd'hui, on a un Zverev qui accepte, mine de rien, les échanges, mais qui accepte de se faire marcher dessus et qui n'est pas capable de contourner les plans de l'Italien, qui n'est pas capable d'avoir du répondant, qui n'est pas capable de changer ses trajectoires, ses prises de balles. Voilà, c'est tout simplement un joueur passif, un peu à la Medvedev. Sur 2 sets gagnants, évidemment, ça peut passer. On l'a dit, peut-être que Zverev est sûrement le meilleur joueur de l'histoire à n'avoir jamais remporté un tournoi du Grand Chelem. Sincèrement, je le pense, parce que c'est un joueur, mine de rien, qui a été très fort, qui est encore très fort. Il vient de faire 2 finales de Grand Chelem sur les 4 derniers. Donc, il ne faut pas l'enterrer. Peut-être qu'à Roland-Garros, mais en tout cas, cette non-volonté de faire évoluer son jeu, moi, ça me pose un très gros problème. Alors oui, il faut quand même le dire, il a changé son service parce qu'avant, il faisait énormément de doubles fautes, le pourcentage pouvait varier. Il a lancé moins haut depuis un bon moment, ce qui permet d'avoir un meilleur pourcentage et une meilleure qualité de service. Mais à part ça, je ne vois aucun changement dans son jeu. Et aujourd'hui, mine de rien, pour moi, c'est un aveu de faiblesse que de perdre autant de rallyes quand on sait, mine de rien, que Zverev ne propose rien sur un terrain. Il se doit au moins de remporter les rallyes longs. Force est de constater qu'aujourd'hui, Sinner, c'est du simple au double pour lui, on est à quasiment 66%, c'est pas normal pour l'Allemand. Et puis, une autre stat aussi que je voulais voir avec vous, c'était, on en avait parlé, le coup droit d'Alexander Zverev. C'est simple, Alexander Zverev, aujourd'hui, en coup droit, on les a là. Donc déjà, c'est 3 winners en revers, 3 winners en coup droit, mais c'est surtout 24 fautes directes en coup droit, ce qui est tout simplement énorme, énorme. 24 fautes directes en coup droit. Bref, c'est vraiment des chiffres qui font peur, hein, je vous assure. On le disait tout à l'heure, il y avait aussi les volées. Les volées, il a seulement, donc apparemment, il y a eu 9 volées jouées. Il n'y a qu'une seule volée gagnante. Et surtout, moi, c'est cette stat qui me tue, c'est qu'il y a 5 volées sur les 9 où le rallye continue. Un peu à l'image de cette balle à 30A à 6-5 au deuxième set, où il est incapable de finir le point avec la volée, puisque sa technique n'est pas bonne du tout,
comme le coup droit d'ailleurs, où donc il n'a absolument pas confiance dans ce coup. Et ce qui se passe, c'est qu'il laisse la balle en jeu et face à un Yannick Sinner, Speedy Gonzalez qui est capable d'aller super vite. Évidemment que les passings en 2 temps, c'est doigt dans le nez pour l'Italien. Donc voilà, ça c'était vraiment les stats assez marquantes. Alors après, on peut s'y fier, pas s'y fier. Je vous laisserai regarder sur le site, il y a pas mal de choses. C'est sur le site de l'Open d'Australie tout simplement. Mais cette stat, 24 fautes directes en coup droit pour seulement 3 petits coups gagnants. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a un nombre de déchets. Et surtout, ça, il y a aussi les chiffres qui disent ça, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Et on les voit seulement à l'œil quand on regarde le match. C'est le nombre de coups droits décentrés de Zverev, le nombre de coups droits où l'Allemand joue dans le carré de service, ce qui fait que lui est 4 mètres derrière sa ligne, il joue court, l'Italien joue sur sa ligne de fond de court et peut dicter l'échange. Bref, c'est une faille énorme qui ne se révèle que contre les meilleurs joueurs, que contre les tout meilleurs, puisque oui, Zverev est deuxième mondial. Deuxième mondial, donc on va me dire, oui, mais ça ne l'a pas empêché d'aller au plus haut niveau, de gagner des Masters, c'est vrai. Mais les vainqueurs de Grand Chelem, ce sont des joueurs différents des autres. Et pour gagner un Grand Chelem, tu ne peux pas avoir autant de failles. Ou alors, il faut essayer de les corriger, de les travailler. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de l'Allemand. En tout cas, c'est factuel. 3 coups gagnants en coup droit pour 24 fautes directes au très haut niveau pour gagner un Grand Chelem, bah, c'est presque impossible. Bref, avant de parler de Sinner un peu plus globalement, de Zverev un peu plus globalement et de parler de ce bilan du tournoi, je voudrais quand même dire que cette finale est une finale complètement merdique, désolé du mot, c'était nul, on s'est ennuyé et je ne vais absolument pas mettre la faute sur Yannick Sinner. Parce que Yannick Sinner, on va en parler maintenant, on va en parler plus tard dans la vidéo. Si les joueurs ne sont pas capables de rivaliser avec lui, ce n'est pas du tout sa faute. Alors, si Yannick Sinner fait un peu moins le show qu'un Carlos Alcaraz, ça on peut en discuter, mais en aucun cas on va se plaindre d'avoir un joueur aussi fort sur le circuit. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il est là, parce qu'il est là pour montrer la faiblesse du reste des joueurs. Même si évidemment il faut nuancer tout ça, ce sont tous des joueurs professionnels, ils sont top 10. Et oui, je vois tout de suite des gens dans les commentaires qui vont me dire « Mais toi, tu mets pas un point face à ces joueurs-là. » Pas besoin d'aller aussi haut. Hein. Je mets pas un point face à des joueurs négatifs et face à des numéros. Déjà, voilà, à partir de ce moment-là, on met tout le monde d'accord. Maintenant, on se doit quand même de dire que le circuit est quand même extrêmement faible et que on doit se raccrocher, on doit se rattacher à un Novak Djokovic vieillissant de 37 ans. Voilà ce qu'a été ce tournoi. On doit se contenter d'un Novak Djokovic en fin de carrière pour un petit peu hyper la foule. On doit se contenter d'un Carlos Alcaraz qui est sur courant alternatif et on a Yannick Sinner qui est tout simplement monstrueux. Monstrueux. Il vient de remporter les 3 derniers grands chelems sur dur, il faut le dire. L'année dernière, à l'Open d'Australie, il perd les 2 premiers sets contre Medvedev. Derrière, il met 3-7. À l'US Open, il met 3-7 à Fritz. Là, il met 3-7. C'est-à-dire que déjà, c'est 3 finales, 3 titres. Et sur ses 9 derniers sets, sur ses finales de Grand Chelem, il a remporté les 9. Donc à partir de là, c'est pas possible de jeter la pierre à Yannick Sinner. On a beau me dire ce qu'on veut, pas de charisme, il fait pas lever les foules. C'est pas son rôle. Lui, il est là, il nous propose quand même un tennis qui est globalement impressionnant, qui peut être beau à voir, pour certains pas beau à voir. Il y a de plus en plus de variations, mais en tout cas, il propose quelque chose qu'on a quand même rarement vu. Une telle élasticité avec autant de puissance, parce qu'évidemment, on avait un Novak Djokovic qui était très élastique, mais qui n'avait pas cette force de frappe. Il avait évidemment d'autres qualités, on parle du plus grand, mais là, on a un joueur très élastique, avec une force de frappe hors norme, une qualité de déplacement à rendre jaloux Alex de Minaur, qui est quand même le petit lapin du circuit. Donc à partir de ce moment-là, Yannick Sinner, il faut le mettre en avant. Il faut dire ce qui est. C'est un joueur différent, c'est un joueur qui évidemment aurait gagné des grands chelems dans l'ère de Djokovic, Nadal, Federer, sans aucun doute. C'est un joueur spécial, c'est un très grand joueur. Il va continuer d'étoffer son palmarès. Et lui, contrairement à la génération des 90, et on y reviendra plus tard sur cette génération horrible, parce qu'il faut le dire, c'est une génération horrible, lui ne cesse de progresser et de s'améliorer, comme Alcaraz avec son service, on l'a vu. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de stats record. Depuis la création du classement ATP en 1973, Yannick Sinner devient le premier joueur à remporter 10 matchs consécutifs sans perdre un set face au top 10. Je ne sais pas si on se rend compte de cette stat, mais Yannick Sinner est en train d'écraser la concurrence. Ça, c'est la première chose, mais la concurrence est faible. Donc un joueur extrêmement fort, qui aurait été très fort, peu importe les époques, joue en plus dans une époque où
mine de rien, le niveau est quand même relativement faible. On voit les top 10 en présence. On a De Minaur, Fritz, Ruud, Fritz, De Minaur et Alexander Zverev. La transition est toute faite puisque Alexander Zverev contre des top 5 en Grand Chelem. Voilà la liste. Je vous laisse faire le constat que vous voulez. Voilà la liste. Bref, maintenant qu'on a dit ça, on a tout dit sur Alexander Zverev. Alexander Zverev, patron dans les petits tournois, patron contre les top 5 dans les petits tournois, au JO, pas de problème, au Masters, pas de problème, au Master 1000 de Rome, pas de problème, à Bercy, pas de problème, en Grand Chelem, rien, personne, parce que effectivement, il a un plafond de verre. Il a un plafond de verre et peut-être qu'on ressortira cette vidéo, on pourra rigoler quand il gagnera un Grand Chelem. Moi, je me suis déjà avancé, je ne pense qu'il n'en gagnera jamais. Et en tout cas, ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Alexander Zverev a toujours eu un blocage et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, quand il profite d'un tout petit Alcaraz ici, pour s'en sortir, il ne faut pas oublier le choke qu'il y a eu derrière face à Medvedev en demi-finale où il mène 2-7-0, il perd en 5-7. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc bref, c'est quand même des stats qui sont hyper importantes, hyper intéressantes. Oui, on voit les noms, ce n'est pas les mêmes noms que les top 10 d'avant. Alors là, on est sur des top 5, donc c'est encore plus poussé. Mais on voit les top 10 de Sinner, on voit là les top 5 de Zverev. Effectivement, c'est pas la même époque. Mais moi, je suis persuadé que Sinner, à la place de Zverev, n'aurait pas eu le même parcours. Mais ça, on ne peut pas imaginer. Donc, on va passer à la suite. Transition toute trouvée avec Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Finale de Grand Chelem disputée par des joueurs nés dans les années 2000. C'est un 7 sur 7. Les garçons raflent tout. On est clairement sur une dictature, une double dictature. Chacun a trouvé sa surface pour l'instant. Alcaraz, plutôt le gazon, puis récemment la terre battue. Yannick Sinner, le dur. Alors ça, incontestable. Mais on en avait parlé avant le tournoi. Je vois bien Yannick Sinner déranger Carlos Alcaraz sur ces deux surfaces de prédilection. Alcaraz est très fort sur dur, mais je dis ça puisqu'il a remporté Roland Garros et Wimbledon récemment. Mais en tout cas, ça va être hyper intéressant. On espère voir un Carlos Alcaraz hausser son niveau de jeu dans les prochains tournois et surtout dans les tournois du Grand Chelem. Mais j'ai pas envie de faire comme s'il n'y avait que les tournois du Grand Chelem, surtout pour les jeunes joueurs. Encore Novak Djokovic, oui, on l'attend que sur les tournois du Grand Chelem, mais ces deux joueurs-là doivent continuer de gagner. Parce que oui, c'est ça. Ce sont des joueurs différents et on doit mettre notre exigence au niveau de ces deux garçons. Il faut absolument espérer, pour l'intérêt du tennis, que ces deux joueurs-là restent au plus haut niveau. Et c'est pour ça que pour moi, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz doivent continuer, je perds mes mots, de tout rafler cette année et ne rien laisser à la concurrence. Ensuite, on voit que les nombres de grands chelems remportés par des joueurs nés entre 1990 et 99, c'est-à-dire les Medvedev, Zverev, etc. De Medvedev, évidemment, on l'a dit à l'US Open dans un contexte particulier. Encore une fois, quand il bat Novak Djokovic, qui lui pouvait faire le grand chelem. Et le deuxième, vous vous en rappelez, Dominic Thiem en finale aussi à l'US Open dans un contexte, encore une fois, particulier. Avec le Covid, où il bat cette fois Alexander Zverev dans une finale. On en a déjà parlé, bref, vous le savez. Donc, c'est quand même impressionnant de se dire que sur une tranche de 10 années, il y a seulement eu 2 grands chelems remportés par ces joueurs-là. Ils sont tombés certes sur une génération dorée avant, ils tombent certes sur une génération dorée après, mais ce n'est pas leur faire offense que de dire que eux ne sont pas une génération dorée. Ce sont des très bons joueurs de tennis, ce sont des très bons compétiteurs, mais qui n'ont jamais su se réinventer comme l'ont fait énormément de joueurs. Voilà leurs limites. Il est l'heure de faire un bilan plus global de ce tournoi. Ce tournoi déjà a été marqué par le parcours exceptionnel de Gaël Monfils. Gaël Monfils est clairement dans mon top 3 des choses à retenir de ce tournoi parce qu'il nous a fait rêver. Il a fait rêver le public australien, il a fait rêver le public de toute la planète tennis. Voilà, tout simplement parce que Gaël Monfils est un showman. Gaël Monfils est un joueur très apprécié du circuit, très apprécié de tous les fans de tennis. Et surtout parce que Gaël Monfils a su rebondir après son titre à Auckland la semaine précédente, tous ses matchs. Donc franchement, ça a été des matchs qui nous ont tenus en haleine. Évidemment, l'exploit face à Tyler Fritz qui est à mettre peut-être dans les plus beaux matchs de ce tournoi, mais Gaël Monfils, évidemment, dans le top 3 des choses à retenir. Le deuxième, c'est évidemment le craquito Joao Fonseca. Joao Fonseca qui déjà avait
gagné ses 3 matchs de qualification haut la main, très facilement même j'ai envie de dire, et puis qui derrière s'est révélé aux yeux du grand public, qui bat Andrei Rublev en 3-7 avec 2 tie-breaks de patron, puis derrière, évidemment, c'était trop compliqué d'enchaîner physiquement, puisque ça fait un bout de temps, on l'avait déjà dit, on va pas se répéter, mais Joao Fonseca, évidemment, ça y est, il est lancé, il est rentré dans le top 100, mais plus globalement, dans mon top 3, j'ai mis Fonseca, mais on en a parlé déjà, je vais mettre la nouvelle génération en qui j'ai confiance. J'ai confiance d'avoir des joueurs différents. En tout cas, on a des profils intéressants. Dans les joueurs de moins de 22 ans, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà Carlos Alcaraz. Déjà, on a aussi Holger Rune qui a quand même été 4e mondial. Et puis ensuite, on a notre Français Arthur Fils, notre Français Péricard. Et puis ensuite, on a quand même une liste de quelques noms ici. Mikkelsen, Mensik, Chang, Tien, mon coup de cœur de ce tournoi, j'aurais pu le mettre, mais c'était un peu gros, qui a d'ailleurs fait un des plus beaux matchs du tournoi contre Medvedev. On peut aller jusqu'à Medjedovic, j'en ai parlé aussi dans les petits réels, que je vous invite à aller voir. On a Fonseca, Bazavaredi, que j'adore, et puis Faria, qu'on a pu voir contre Djokovic. Landalouche, on va s'arrêter à Kim et Blox qui vient de remporter un challenger aujourd'hui. Voilà, on a une multitude de noms de joueurs de moins de 22 ans, et ça, c'est quand même une bouffée d'oxygène pour ce circuit qui manque clairement de création, de nouveautés, de nouveaux visages. Moi, personnellement, je vous le dis, j'en ai marre des jeux stéréotypés. Alors oui, on a des joueurs avec des jeux stéréotypés, pas de souci, mais au moins, on va avoir des nouveaux visages. Et puis, les jeux stéréotypés peuvent évoluer. Malheureusement, avec cette ancienne génération, je n'ai jamais vu d'évolution et c'est ça qui m'a manqué. Mon dernier plus dans ce tournoi, bah oui, je l'ai mis en plus. C'est Jannik Sinner. Parce que, encore une fois, on ne peut pas banaliser ce que fait Jannik Sinner parce que ce qu'il fait est complètement hallucinant. C'est sa 21e victoire de suite, je crois. Sa dernière défaite, c'est en finale de Pékin contre Alcaraz au tie-break du 3e set, quand Alcaraz prend feu alors que Sinner mène 3-0 au tie-break. Sinon, il roule sur tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. Il est attendu. Il y a ces histoires extra-sportives. Ça, évidemment, je ne l'ai pas souligné dans les vidéos, que ce soit pour lui ou pour Zverev, d'ailleurs aujourd'hui aussi, ça a ressurgi. Mais moi, je vais me concentrer uniquement sur le tennis. L'attente qu'il a autour de lui, il était ultra favori de ce tournoi, ultra favori de cette finale. Il répond présent. On le voit, mine de rien, qu'il est un petit peu diminué physiquement. En tout cas, c'est ce qu'il nous montre, que ce soit la cuisse, etc. Bref, il a été aussi pris d'un coup de chaud face à Holger Rune. Bon, il y a des mini-inquiétudes, mais Jannik Sinner, c'est le patron de ce circuit, c'est le numéro 1 mondial en force. Et aujourd'hui, voilà, moi je suis obligé de le mettre en top parce que lui, contrairement à d'autres, il tient son rang, il progresse et c'est vraiment un joueur hors pair, différent. Je ne peux pas ne pas le mettre dans le top 3 parce que la concurrence ne suit pas. J'étais obligé. Et maintenant, les choses qui fâchent un peu plus. On va commencer par Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, énorme déception. Déjà, ce premier match contre une wildcard thaïlandaise qui n'avait jamais fait de match professionnel, c'était catastrophique. Rien. Il n'y avait rien dans ce match. Et contre Lerner Tien, un des plus beaux matchs de ce tournoi, mais surtout grâce à l'Américain. Clairement, moi je le dis, surtout qu'on voit Medvedev dans cette dernière manche, quand il mène 6-5, il sert pour le match. Il ne le fait pas avec son expérience face à un tout jeune joueur. Moi, je suis désolé, c'est faute professionnelle. C'est une énorme erreur. Daniil Medvedev, je m'inquiète, j'en avais déjà parlé. Je m'inquiète pour sa saison 2025. Je pense que son prime est derrière lui. Je ne le vois pas revenir à un très très haut niveau. Quand je dis très très haut niveau, c'est gagner des grands chelems. Il en a gagné un, il a fait plusieurs finales. Je ne le vois pas revenir à ce niveau-là. Surtout quand on voit la concurrence qui arrive et que lui, il y a un manque d'évolution dans son jeu. Un petit peu comme un Andrei Rublev, on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo. Voilà, tout simplement, je le redis, mon moins, bah, c'est Medvedev et toute cette génération. Tsitsipas a choke, Zverev a choke une nouvelle fois en finale, 3e finale perdue. Medvedev a perdu, oula, je vais me faire kick pour les droits d'auteur, il faut vite couper la vidéo. Mais bref, on est quand même dans une génération, on l'a dit tout à l'heure, qui est décevante. Et encore une fois, dans ce début d'année 2025, qui a été décevante. Et le 3e point négatif de ce tournoi, c'est la 2e semaine. C'est la 2e semaine de cet Open d'Australie qui a été tout simplement catastrophique. Catastrophique. On n'a pas eu un match en 5-7 à se mettre sous la dent. Pas un. J'étais vérifié. Je me suis dit peut-être j'ai oublié. Mais non, je n'ai rien oublié.
On n'a pas eu de match en 5-7 dans cette deuxième semaine. On a eu des joueurs... C'est vrai que d'ailleurs, j'aurais pu le mettre. On a eu pas mal d'abandons. Ça, c'est à surveiller. On a eu pas mal d'abandons. Mais bref, on a eu des matchs. Voilà. Une première semaine exceptionnelle que j'aurais pu mettre dans les plus. Franchement, il y en avait de partout. C'était fou. Et une deuxième semaine, on ronfle. La deuxième semaine, horrible. Une finale horrible. Des demi-finales avec un abandon. Un Novak Djokovic blessé qui nous a montré la photo de son IRM et qui bat un Carlos Alcaraz. Bref, voilà. Une deuxième semaine catastrophique. C'était mes 3 points négatifs. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires, toi, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé dans ce tournoi, si tu es d'accord avec moi ou si tu n'es pas d'accord. Avant de se quitter, on fait un petit point sur le classement ATP, puisque je voulais juste voir avec vous. On a Yannick Sinner, seul au monde, avec presque 12 000 points. Voilà. Et ensuite, dans le top 10, regardez bien le top 10, on a quand même Casper Ruud. J'ai l'impression que Casper Ruud n'a pas gagné un match depuis 8 mois, je vous assure. Et j'aime beaucoup Casper Ruud en plus. On a Novak Djokovic, 37 ans. On le voit, ça devient dur physiquement. Ne jamais enterrer Novak. Mais voilà, il est encore là. Force est de constater que personne, en tout cas, n'est là pour le sortir du top 10 alors qu'il ne joue presque aucun tournoi. On a Medvedev qui dégringole. On a Alex de Minaur qui est 8e mondial. Énormément de respect pour Alex de Minaur, mais on l'a vu face à Yannick Sinner, comme beaucoup vous me direz, mais il n'a tout simplement pas existé. On rappelle, il perd 10-0 dans les confrontations avec le numéro 1 mondial, c'est fou. On a Tommy Paul qui fait son entrée dans le top 10 pour la première fois de sa carrière et qui obtient son meilleur classement. Et on a Andrei Rublev, voilà, qui se rapproche d'une sortie du top 10, lui qui était confortablement installé. Bref, voilà, cet Open d'Australie se termine. Enfin, je vais pouvoir retrouver des nuits de sommeil normales parce que je commençais à fatiguer. Mais c'était un plaisir. Et je répète ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Vraiment, je vous remercie pour vos gentils messages. C'était un plaisir vraiment de suivre cet Open d'Australie. Mais ça fait seulement même pas un mois que le circuit a repris. Nous, on se retrouve toute l'année. Donc, si tu aimes le tennis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que la semaine prochaine, il y a Montpellier qui commence. Après, on a des ATP 500 et bref, je te fais pas un dessin. Après, le calendrier part dans tous les sens avant de se retrouver pour la saison sur terre battue. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. Ça m'aide énormément. C'est le bilan final. Le bilan final, c'est un pouce obligatoire. Nous, on se retrouve très vite et je vous souhaite une bonne nuit ce soir parce qu'on va enfin bien dormir.